me présente, puisque nous avons de nouvelles personnes, aujourd'hui présents à ce webinaire. Je suis Sophie Rochoux, référente petite enfance à la Caisse d'allocations familiales et je suis accompagnée ce matin pour ce webinaire petite enfance par Amandine Paquier, qui est conseillère technique thématique action sociale. Le webinaire, va se décliner en 4 parties. Donc, je veux bien la slide suivante, Amandine, merci. Donc, pour commencer, des actualités réglementaires. Ensuite, nous verrons des actualités de la Caisse d'allocations familiales. Nous reviendrons aussi, je vous ferai un retour sur les études menées par la Caisse d'allocations familiales et quelques slides en points divers. Donc, pour commencer en point réglementaire, donc concernant le barème national des aides des CAF aux partenaires, le barème national 2024 des aides a été mis à jour et nous avons une augmentation de plus de 3,49% du barème de la prestation de service unique, ce qui constitue un effort exceptionnel d'évolution en faveur des structures petite enfance. Donc, merci. Concernant les aides pour le fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant, donc si vous êtes une structure petite enfance avec un taux de facturation inférieur ou égal à 107%, donc pour rappel, le taux de facturation, c'est un indicateur qui permet de mesurer l'adaptation des contrats que vous proposez aux familles aux besoins des familles. Et nous faisons donc un ratio entre les heures facturées et les heures réalisées. Donc, si ce taux de facturation est inférieur ou égal à 107%, que vous fournissez les couches et les repas, la PSU en 2024 s'élève à 6,63 € de l'heure. Le seuil d'exclusion, je vous l'ai noté aussi, donc il est à 17,56 € de l'heure en 2024. On vous a renoté aussi le plancher, le plafond de ressources pour le calcul des participations familiales. En métropole, le plancher est à 765,77 € de l'heure et le plafond à 6 000 € par mois. Les aides que la Caisse d'allocations familiales vous apporte concernent également les bonus, en plus de la prestation de service unique, donc le bonus inclusion handicap EAJE, qui, les enfants qui sont bénéficiaires de l'AEH, mais également qui sont en cours de détection avec des critères très précis, peuvent vous permettre de toucher ce bonus inclusion handicap. Et le montant plafond en 2024 est fixé à 1 399 €. Le bonus mixité sociale EAJE, donc là, nous calculons si vous avez droit à ce bonus mixité sociale par rapport à la moyenne de vos participations familiales. Et en 2024, donc si vous obtenez une moyenne strictement inférieure ou égale à 1,46 € de l'heure, vous pouvez ouvrir droit au bonus mixité sociale. Et plus la moyenne des participations familiales baisse, plus votre bonus mixité sociale aussi augmente. Une circulaire, la circulaire 2024-013 du 18 janvier 2024, qui atteste d'un financement du temps de travail hors présence des enfants, qui est donc revalorisé par l'instauration d'un financement par la branche famille jusqu'à 3 journées pédagogiques par an et par structure, et ça dès 2024. Donc vous pouvez mettre en place 1 journée, 2 journées ou 3 journées pédagogiques en 2024. Et la réforme du calcul et la réorientation des heures de concertation vers la préparation de l'accueil de chaque enfant qui débutera à compter de 2025. Donc ce financement jusqu'à 3 journées pédagogiques par an et par établissement par la prestation de service unique. Ces journées pédagogiques, elles constituent des temps de réflexion entre professionnels, en dehors de la présence des enfants, ce qui peut vous permettre d'ajuster l'organisation, les pratiques pédagogiques, de rédiger ou réviser le projet d'accueil et de mettre à jour les connaissances relatives au développement du jeune enfant. Ces journées associent tout le personnel. La présence des personnels placés auprès des enfants est requise lors des journées pédagogiques. La présence des personnels de l'équipe technique, cuisine, ménage est favorisée sans être toutefois obligatoire. La journée pédagogique, ça ne peut pas être des demi-journées.
réunit les personnels pendant une durée correspondant à la durée habituelle de travail des personnels au sein de l'établissement. Elles correspondent à des journées de fermeture au public de l'établissement. Aucun enfant n'est accueilli et les familles ne sont pas facturées pour la journée considérée. Vous êtes invité en tant que gestionnaire à informer le plus tôt possible les familles des dates de fermeture de la structure afin que les parents s'organisent en conséquence. Et dans le ce que vous allez pouvoir aussi, transmettre aux familles par rapport à la raison de ce temps de fermeture, heu, c'est un gage de qualité aussi, par rapport à l'accueil de leurs enfants au sein de vos structures. Il s'agit d'une compensation financière de 10 heures par place, donc dans la limite de 3 jours par an, et la CAF vous versera à la fois sa part de prestation de service, donc la part PSU-CAF, mais également les participations familiales perdues par la fermeture de la structure. Je vous ai noté un exemple. Pour une structure petite enfance de 30 berceaux, si cette structure a un taux de facturation de moins de 107%, qu'elle fournit les couches et les repas, sa PSU, donc en 2024, sera de 6,63 euros de l'heure. Eh bien, dans cet exemple, le montant versé pour une journée de fermeture pour journée pédagogique s'élèvera à 1 989 euros. Là, je pense que c'est vous, Amandine? Oui, à vous m'en Oui. excusez-moi, j'avais le Non, non, je micro vous en coupé. prie, Est-ce que comme on j'ai se relaye, il n'y a pas de souci. Alors, oui, il va y avoir des nouveautés qui vont venir du coup sur mon compte partenaire. Donc, concernant les journées pédagogiques, notamment dans un premier temps, donc vous devrez déclarer le nombre effectif de journées pédagogiques que vous allez effectuer sur une année. Donc, dans la limite de 3, comme il a été présenté juste avant. Une nouvelle information sera intégrée dans mon compte partenaire et elle va s'intituler nombre de journées pédagogiques. Donc cette nouvelle donnée, vous pourrez la voir à compter des actualisations de septembre 2024. C'est à ce moment-là que vous allez commencer à renseigner ces journées pédagogiques. Donc, à compter de l'actualisation de septembre 2024, donc vous pourrez renseigner votre nombre de journées pédagogiques que vous avez réellement effectuées, donc du 1er janvier au 30 septembre 2024, mais également renseigner le nombre de journées pédagogiques que vous allez éventuellement prévoir d'ici la fin de l'année, du 1er octobre au 31 décembre 2024. Donc, les sommes qui vont correspondre aux journées pédagogiques, elles vont être versées en année N+1 en même temps que le solde de la prestation de service unique. Il n'y a pas d'acompte pour le financement des journées pédagogiques. Concernant les heures de préparation à l'accueil du jeune enfant, donc actuellement, ce sont les heures de concertation. Donc, elles vont être renommées en heures de préparation à l'accueil de l'enfant à compter de 2025. Donc, la formule de calcul, elle va être modifiée afin de retenir le nombre d'enfants inscrits et non plus le nombre de places agréées. Au niveau du conventionnement, il y a une convention ou un avenant à la convention d'objectifs et de financement qui va intégrer ces deux nouvelles mesures, qui va vous être adressée prochainement afin que vous puissiez bénéficier du financement des journées pédagogiques à compter de 2024 et des heures de préparation à l'accueil de l'enfant à compter de 2025. Donc, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça sera soit une nouvelle convention, soit un avenant à la convention qui vous sera adressé. Au niveau de la vérification de la réalisation des journées pédagogiques, donc on va vérifier l'effectivité de la réalisation de ces journées que vous allez déclarer dans mon compte partenaire, donc dans le cadre des contrôles en action sociale de la CAF. La matérialité de la réalisation de ces journées, elle va pouvoir être vérifiée dans un premier temps par la production d'un justificatif daté, présence et absence des personnels de l'établissement. Donc, ça peut être l'extraction du logiciel de badgeage, la feuille d'émargement des professionnels et la pièce justificative à conserver par la CAF. Et également le logiciel de gestion et la facture aux familles qui devront indiquer qu'aucune heure réalisée ni facturée n'est comptabilisée à la date de la journée pédagogique. Quelques slides maintenant sur le fonds de modernisation des établissements. Le FME encouragera les rénovations qui répondent aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures.
Il s'agit de leviers éprouvés, consolidés au service du développement et de la pérennisation de l'offre d'accueil en petite enfance, avec une mesure concourant à la qualité en structure petite enfance. Les principales évolutions du FME, un plafond majoré pour les projets éco-responsables, l'élargissement des motifs de mobilisation et une accessibilité aux maisons d'assistantes maternelles. Donc, les thématiques historiques sont maintenues, tout ce qui concerne la rénovation, la mise aux normes, la sécurisation des locaux, le remplacement des matériaux obsolètes, l'opération, facilitant la fourniture des repas et le stockage des couches et tout ce qui est achat, remplacement d'un logiciel de gestion. Avec les thématiques nouvelles, donc la mise en conformité au regard du référentiel, bâtimentaire. Donc, pour rappel, la référence à l'arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux EAJE en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage. Également par rapport à la mise en pratique pardon, de la loi Egalim, une loi issue des États généraux de l'alimentation et qui doit être appliquée en structure petite enfance, en particulier concernant l'interdiction des ustensiles en plastique, donc vaisselle, contenants, chariots. L'adaptation des locaux contribuant à une meilleure qualité de vie au travail, par exemple une salle du personnel dédié, du mobilier adulte, de l'ergonomie des matériels professionnels, et l'adaptation aux enjeux du développement durable. Végétalisation, l'ombrage naturel, des travaux concourant à des gains de performance énergétique, dont l'isolation des murs, planchers, etc. Donc un plafond majoré de 2 000 € si les travaux permettent l'obtention d'un label au certificat de développement durable. Une liste des labels susceptibles de mise à jour régulière avec l'appui de l'ADEME, existe. Donc, le plafond de financement par place limité à 80 % du coût de l'opération en EAJE, donc 4 800 € et si travaux contribuant à la labellisation, le plafond passe à 6 800 €. Une analyse des critères d'opportunité du FME, est effectuée, donc une analyse territoriale des besoins. On vérifie s'il y a cohérence avec les orientations du SDSF et de la CTG. La notion aussi d'ancienneté de la structure avec une priorité donnée aux bâtiments de plus de 10 ans d'ancienneté. On vérifie aussi s'il y a un risque, de fermeture, par exemple, qui pourrait être lié à un déficit de mise aux normes dû au vieillissement du bâtiment, rapport de la PMI étayant le dossier, une qualité dégradée des conditions de travail. Une amélioration de services rendus aux familles et de la qualité d'accueil des jeunes enfants. Des dispositifs informatiques, fiabilisant l'enregistrement des présences, améliorant l'accueil occasionnel dans une logique d'investissement social, confort, l'été, la végétalisation et des opérations contribuant à diminuer le nombre moyen d'enfants par section, tout en préservant la capacité, de l'établissement d'accueil du jeune enfant. Concernant les actualités de la CAF, donc la deuxième partie, de ce webinaire, donc là, je laisse la parole à Amandine. Je ne sais pas si vous m'entendez, Amandine, là, c'est l'aide à la naissance d'un Oui, troisième enfant. oui. Alors, je vais vous présenter l'aide à la naissance d'un troisième enfant, qui est une nouvelle aide. Donc, la naissance d'un troisième enfant ou une naissance multiple occasionne des coûts supplémentaires, une nouvelle organisation pour la famille. Donc, afin de faciliter la parentalité dans ce cadre, un accompagnement financier est nécessaire. Donc, la CAF de la Haute-Marne a créé, à compter de 2024, une nouvelle aide sous la forme du versement d'une subvention de 250 €. Cette subvention, elle va être versée directement à la famille. Au niveau des conditions d'attribution, elles sont listées donc ci-dessous. C'est que la famille doit avoir un quotient familial inférieur ou égal à 800 €, être concernée par une troisième naissance ou une naissance multiple, donc jumeaux, triplés. Elle doit être confrontée à des dépenses exceptionnelles
et elle fait l'objet d'un accompagnement social dans le cadre du parcours arrivée de l'enfant qui est déployé par la CAF. Donc, de ce fait, aucune démarche n'est à réaliser par la famille. Les familles éligibles, elles vont être identifiées dans le cadre des rendez-vous de travail social. Un petit focus du coup sur les déclarations de données dans mon compte partenaire. Donc l'appel de déclaration prévisionnelle 2024, elle a été lancée le 10 décembre 2023 pour vous permettre du coup le versement du premier acompte de la prestation de service. Donc on a eu le retour de beaucoup de déclarations. Au niveau des nouveautés sur mon compte partenaire, je pense que vous avez peut-être vu des petites nouveautés comparées à l'année précédente. Notamment dans les données financières, il y a un nouveau compte qui a été ajouté, qui est le compte 70 626, dans lequel vous devez renseigner le montant du bonus territoire CTG. Donc, je vous ai remis, enfin, on vous a remis juste en dessous, voilà, le compte, comment c'est présenté. Normalement, vous devez le voir comme ça, vous, sous mon compte partenaire. Donc, jusqu'en 2023, notamment dans les données réelles que vous renseignez également actuellement, vous indiquiez tout dans le compte 70 623 qui est la prestation de service CAF. Vous mettiez la prestation de service, les heures de concertation, bonus mixité, bonus handicap s'ils sont déclenchés et le montant du bonus territoire. Donc la nouveauté à compter de 2024 et notamment dans les déclarations prévisionnelles 2024 actuellement, on vous demande de renseigner le montant du bonus territoire dans un compte à part, ce nouveau compte. Et dans le compte 70 623, maintenant, vous ne renseignez plus que la prestation de service, les heures de concertation actuellement et bonus inclusion handicap et mixité sociale s'ils sont déclenchés. Donc ça, c'est très important de bien prendre en compte cette nouveauté. Je pense que vous avez peut-être eu de notre part des rejets si cette donnée n'était pas renseignée dans ce nouveau compte. Donc voilà, c'est vraiment important de bien penser désormais à mettre le montant du bonus territoire dans ce compte. Sachez que le montant du bonus territoire, vous pouvez le retrouver sur votre convention. Il apparaît dans la convention, donc vous pouvez retrouver ce montant et le renseigner. Il y a également une petite nouveauté dans les données financières qui sont plus détaillées. Par exemple, le compte 60 qui détaille désormais les couches, les repas, les autres achats. Donc voilà, soyez vigilants à bien voilà, faire la distinction entre les différents types voilà, de données qu'on vous demande de renseigner afin de bien fiabiliser ces données financières. Il y a également un autre point important à renseigner, c'est le nombre de places soutenues par la collectivité. Voilà, c'est un tableau à renseigner. Il est important de le compléter parce que c'est ce qui va permettre de calculer votre bonus territoire et voilà, de procéder au versement. Donc, voilà, c'est la même chose. Si jamais cette donnée est oubliée, on doit rejeter la déclaration pour vous demander de la compléter. Donc, concernant les déclarations réelles 2023, donc elles ont été appelées en date du 11 février 2024. Alors là, je vous ai remis, mais je ne vous le rappelle pas. Donc, dans le compte 70 623, là, toujours pour 2023, il faut intégrer le montant du bonus territoire dans ce compte-là, puisque le nouveau compte est apparu à compter des données prévisionnelles 2024. On va faire également un petit focus sur les contrôles de cohérence. Donc, je pense que vous avez été sensibilisés à plusieurs reprises à ce sujet. Mais pour rappel, les attendus d'un commentaire, la justification d'un contrôle de cohérence, il doit être vraiment donc cohérent. Donc, un écart ayant été détecté sur vos données, il est attendu que les explications justificatives fournies expliquent une grande partie de l'évolution constatée. Il doit être suffisant, c'est-à-dire qu'on attend des explications détaillées et précises qui va permettre donc à la CAF d'écarter les risques d'erreur et également chiffré. C'est important, on vous demande de chiffrer par un nombre d'enfants, par exemple, qui quitte éventuellement la structure, ou de le chiffrer en nombre d'heures, chiffrer de manière financière également certaines données, c'est très important. Ça nous permet de vérifier qu'il n'y a pas eu d'omission, d'erreur et d'expliquer
voilà, les écarts qui peuvent apparaître. Donc très important, c'est souvent également qu'on procède à des rejets puisqu'on vous demande plus d'explications. Donc n'hésitez pas, dès que vous prenez connaissance de ces contrôles de cohérence, à apporter le plus de les explications les plus précises possibles. Merci Amandine. Par rapport aux actualités de la Caisse d'allocation familiale, également le lancement d'appels à projets en 2024. Donc un premier appel à projet, les Olympiades des tout-petits. L'action de la CAF vise à accompagner les structures petite enfance dans l'organisation d'animations permettant autour du sport et des valeurs de l'olympisme de favoriser la mixité, l'inclusion sociale et le vivre ensemble. Donc la CAF a lancé un appel à projet pour accompagner les initiatives visant à mettre en lumière l'esprit des Jeux et les valeurs de l'olympisme au sein des structures petite enfance. Donc les conseillers techniques de la CAF sont à votre disposition. Je vous ai noté sur, alors les dossiers sont à transmettre au plus tard le 3 mai 2024. Je vous ai renoté l'adresse, pour transmettre le dossier et je vous ai noté également, je vous ai créé un lien par rapport à cet appel à projet. Donc quand on vous enverra le diaporama, vous pourrez directement avoir accès, au lien pour consulter l'appel à projet. Un deuxième appel à projet, les actions concernant les actions itinérantes. Dans le cadre, de sa convention d'objectifs et de gestion 2023-2027. L'action de la CAF vise à accompagner les structures, dispositifs ou actions relevant des champs d'intervention de la branche famille afin de développer des services aux familles et de réduire les inégalités territoriales et sociales. La CAF, à cet effet, en lien avec la ruralité du département, lance un appel à projet pour accompagner les initiatives visant à développer des actions itinérantes sur le territoire et à favoriser les projets des structures itinérantes. Donc, les conseillers techniques de la CAF sont toujours à votre disposition également pour ce second appel à projet. Les dossiers sont à transmettre également au plus tard le 3 mai 2024. Je vous ai également noté l'adresse. Et de même, vous aurez accès directement au lien pour consulter cet appel à projet. Quelques slides sur le fonds public et territoire. Le fonds public et territoire est complémentaire aux prestations de services. Sur cette coge, il présente de nouveaux volets venant soutenir les enjeux de renforcement de la qualité d'accueil au sein des établissements d'accueil du jeune enfant et l'accompagnement de solutions émergentes sous réserve de disponibilité des fonds. Dans le cadre de cette coge, la CAF pourra accompagner les partenaires engagés dans un processus d'amélioration et de promotion de la qualité des conditions d'accueil, au-delà des seules exigences réglementaires, conformément au référentiel qualité en cours d'élaboration au niveau national. Je vous ai noté les axes du Fonds public et territoire qui concernent la petite enfance. Donc l'axe 1, l'accueil des enfants en situation de handicap, avec un volet 2, l'inclusion des enfants porteurs de handicap, la sensibilisation des professionnels, par exemple, en termes de formation, l'adaptation du projet d'accueil. Le FPT axe 2, l'amélioration de la qualité des accueils collectifs du jeune enfant, avec un volet 1, renforcer l'accessibilité des modes d'accueil. Accueil en horaire atypique, projet ayant pour objet l'aller vers, par exemple, accueil d'enfants parents adossés à des modes d'accueil du jeune enfant, facilitant ainsi la découverte de l'EAJE et la séparation progressive ultérieure de l'enfant et de ses parents. Le volet 2, la qualité en accueil collectif, enrichir les projets d'accueil. Tout ce qui va concerner tout ce qui peut accompagner, pardon, la déclinaison des grands principes de la charte d'accueil du jeune enfant. Par exemple, développer l'éveil artistique et culturel, développer le contact avec la nature, mais également soutenir les fonctions managériales en EAJE, par exemple un parcours d'accompagnement à la prise de fonction ou d'analyse de la pratique pour les directeurs de structure, avec pour chaque projet la prise en compte des objectifs de développement durable. Au public et territoire axe 4, le maintien et le développement des services dans des territoires spécifiques en cohérence avec les dispositifs territoriaux existants. Volet 1, soutien aux projets implantés dans des territoires en difficulté. Volet 2, développement des services d'accueil itinérants adaptés à la configuration des territoires. Le FPT axe 5, le soutien aux EAJE présentant des difficultés économiques dans un accompagnement pour le retour à l'équilibre de l'équipement. Soutenir le fonctionnement des structures d'accueil petite enfance qui font face à des difficultés structurelles et conjoncturelles de fonctionnement,
dans le cadre d'une contractualisation entre le gestionnaire et la CAF, avec un plan d'action précisant les modalités de retour à l'équilibre. Le Fonds public et territoire axe 6, le soutien à l'innovation et à l'émergence de nouveaux modèles, par exemple les projets intergénérationnels, des solutions hybrides d'accueil du jeune enfant pouvant préfigurer des solutions d'accueil de demain. Une slide sur la campagne Filway 2024, sur les données 2023. Alors c'est vrai que je ne suis pas encore revenue, enfin je ne suis pas revenue vers vous et je ne vous ai pas donné d'éléments. Les années précédentes, la campagne Filway démarrait en février. Et là, elle devrait être lancée cette année le 15 avril 2024. Donc je reviens vers vous dès la date du lancement confirmée. La semaine de la petite enfance 2024, donc quelques slides en lien avec cette semaine de la petite enfance qui a eu lieu la semaine dernière et je sais que dans certaines de vos structures, elle continue également. Nous avons même des structures qui ont organisé cette année le mois de la petite enfance. Donc pour la 4e année consécutive, la CAF a accompagné ses partenaires dans l'organisation de cette semaine, organisée en partenariat avec Agir pour la petite enfance et qui s'est donc déroulée du 16 au 23 mars 2024. La boîte pédagogique offerte par la CAF aux structures inscrites, donc EAJE, Relais Petite Enfance et MAM, a contribué à la mise en œuvre de cette semaine de la petite enfance. Un très bon bilan. Les professionnels de terrain, en nombre encore plus élevé cette année, se sont mobilisés en Haute-Marne autour du thème Viens, je t'emmène, se laisser guider par l'enfant. Un thème qui a su fédérer et inspirer de très belles réalisations et animations du trio enfants-parents professionnels. Plus de 67 lieux d'accueil se sont inscrits en Haute-Marne, dont 50 accueils collectifs, relais petite enfance et MAM. Nombre de AJE inscrits sur les 50, 28 EAJE, 15 relais petite enfance et 7 maisons d'assistants maternels. Cette slide vous rappelle les webinaires qui ont été proposés durant cette semaine de la petite enfance. Donc 3 conférences en live pour permettre des temps d'échange, accompagner les professionnels dans leur mission. Une première conférence le jeudi 14 mars à 18 h avec Émile Jadoul, auteur, illustrateur et parrain littéraire. Une autre conférence le mardi 19 mars à 18 h 30 avec comme thème le jeu comme rencontre avec le monde, animé par Adrien Blanc. Et le jeudi 21 mars à 13 h une conférence sur la théorie des attachements avec Nawal Aboub, Agnès Catala, Émilie Bellard, Marie Arnal et Sophie Legrand. Je vous ai mis les replays des conférences, donc la même chose quand vous recevrez le diaporama. Vous aurez juste à cliquer sur les liens et vous aurez accès directement aux conférences. Giraffe Awards, qui sont une proposition en parallèle de la semaine de la petite enfance. Donc en 2023, nous avons eu la joie de voir que 5 structures petite enfance de la Haute-Marne s'étaient inscrites aux Giraffe Awards. Et n'hésitez pas à me communiquer vos inscriptions, vos projets 2024, si vous souhaitez porter en 2024 un projet pédagogique qui correspond au thème annuel Viens, je t'emmène, se laisser guider par l'enfant. Vous pouvez déposer vos dossiers jusqu'au 6 mai 2024 dans la rubrique Mon compte du site internet de la semaine de la petite enfance. Et la même chose, je vous ai noté le lien direct pour accéder au, voilà, au dossier au niveau du fichier de la semaine de la petite enfance. Pour rappel, les Giraffe Awards, ce sont 13 trophées nationaux et 13 prix régionaux. Un webinaire vous a été proposé le 22 janvier dernier à 13 h, intitulé Je participe aux Giraffe Awards. Je vous ai mis également le lien si vous éprouvez le besoin soit de réécouter ce webinaire ou d'aller l'écouter si vous envisagez de vous inscrire aux Giraffe Awards 2024. Je vais maintenant aborder avec vous quelques éléments de l'analyse que j'ai pu faire des études qui ont été menées par la CAF auprès de vous. Donc un premier questionnaire qui vous a été adressé sur les besoins en recrutement de personnel en EAJE et un deuxième questionnaire en fin 2023 sur les services des bibliothèques, médiathèques
sur les services des bibliothèques, médiathèques de secteur, en lien avec la médiathèque départementale 52, pour vous, établissement d'accueil du jeune enfant. Alors, bon, pour commencer, donc l'analyse du questionnaire de recueil des données petite enfance sur les besoins en recrutement de personnel en EAJE. Vous avez été 19 répondants, les 19 répondants se déclinant ainsi: 7 microcrèches. Donc, pour rappel, une microcrèche, c'est une structure qui a un agrément de 10 à 12 places. 5 petites crèches, donc un agrément de 13 à 24 places. 2 crèches de 25 à 39 places. 4 grandes crèches de 40 à 59 places et une très grande crèche, donc au-delà, à partir de 60 places. Donc pour commencer, dans ce questionnaire, nous vous posions des questions d'ordre général. Donc 100% des structures qui ont répondu proposent de l'accueil régulier, occasionnel et d'urgence. Et nous avons eu 47,37% des structures qui ont répondu, qui ont précisé qu'elles effectuaient également de l'accueil occasionnel à la suite des places disponibles indiquées par la transmission automatique des données sous monenfant.fr. Donc pour rappel, cette transmission automatique des données est obligatoire et je vous avais informé lors d'un précédent webinaire qu'il existait deux modalités possibles. Donc soit une transmission automatique des données via votre logiciel de gestion ou une transmission automatique des données qui peut se décliner manuellement. Par rapport à l'analyse donc de ce questionnaire, aucune des 19 structures n'a modifié sa capacité d'accueil. L'agrément PMI est appliqué au sein de chaque établissement, même lorsque l'établissement rencontre des difficultés en termes de besoin de recrutement de personnel. 68% des structures parviennent à maintenir l'accueil occasionnel, mais on a 32% qui parviennent à maintenir l'accueil occasionnel, mais en diminuant ce type d'accueil. Nous vous avons interrogé aussi sur les postes de direction. Donc, dans les 19 structures qui ont répondu à l'enquête, le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants ou éducateur de jeunes enfants, quelle que soit la taille de la structure, est le plus représentatif des postes de direction, avec des temps de direction variables selon la taille de la structure. Plus l'agrément est faible, plus la fonction de direction ne concerne qu'un pourcentage du temps de travail par semaine pour tout ce qui est tâches administratives, le reste du temps se déclinant alors en encadrement auprès des enfants. Un nouveau diplôme a été cité pour la direction d'une grande crèche, le diplôme de concours professeur des écoles, avec une personne a également un master CIREF, conception, intervention, recherche en éducation et formation. Et cette personne a été recrutée parce qu'il n'y a pas eu de candidature d'éducateur de jeunes enfants ou d'infirmière puéricultrice. Un diplôme d'infirmière en poste de direction dans une grande crèche est également cité suite à l'absence de candidature d'infirmière puéricultrice. Vous avons interrogé également sur les postes d'encadrement des enfants donc au niveau des 19 structures qui ont répondu à l'enquête. La majorité des encadrantes sur les microcrèches qui ont répondu au questionnaire sont titulaires du CAP Petite Enfance par manque de candidature d'auxiliaire de puériculture. Le pourcentage des encadrantes auxiliaires de puériculture est moitié moins important que celui des titulaires du CAP Petite Enfance ou du CAP AEPE, accompagnant éducatif petite enfance, qui a remplacé le CAP Petite Enfance. Et donc ceci au sein des 5 petites crèches. Une petite crèche indique: un CAP petite enfance est en ce moment positionné sur un poste d'auxiliaire de puériculture, vacant, faute de candidature d'auxiliaire de puériculture. Et les diplômes suivants sont cités pour les crèches et les grandes crèches, donc au niveau de l'encadrement des enfants: éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, CAP petite enfance et CAP AEPE, mais je n'ai pas reçu de précision par rapport au pourcentage. Nous vous avons interrogé sur le nombre de postes en équivalent temps plein vacants depuis 3 mois ou plus. En fonction de direction, un ETP qui est vacant dans une microcrèche et une auxiliaire de puériculture est en ce moment en cours de validation du diplôme d'éducateur de jeunes enfants pour pouvoir occuper le poste de direction. La fonction auprès des enfants, 4 ETP d'auxiliaire de puériculture vacants. À la question: avez-vous des besoins de recrutement dans les prochaines années? 73,68% des structures ont répondu par l'affirmatif à cette question.
donc 4 postes en micro-crèche, 3 postes en petite crèche, 2 postes en crèche, 4 postes en grande crèche et 1 poste en très grande crèche. Les besoins de recrutement dans les prochaines années et l'échéance du besoin. Donc 7 postes, à moins de 1 an, 5 postes entre 1 et 3 ans et 2 postes entre 3 et 5 ans. Les motifs indiqués: des départs en retraite, des problèmes de santé en lien avec un poste, l'ouverture d'une nouvelle structure, augmentation d'agrément également pour un établissement d'accueil du jeune enfant et en réponse bien sûr aux postes vacants en CDI. Les postes recherchés: auxiliaire de puériculture et éducateur de jeunes enfants. 63,15% des répondants sont en lien avec France Travail pour le recrutement et également 63,15% des structures ont également recours à d'autres modalités de recrutement. Donc Facebook, bouche à oreille, articles dans la presse locale, des courriers auprès des centres de formation, l'apprentissage, l'apparition d'annonces dans la presse spécialisée, des CV d'anciennes stagiaires ou d'anciennes remplaçantes et les sites internet. 84,21% des structures qui ont répondu accueillent des stagiaires au sein de leur structure. Mais 5 micro-crèches et 3 petites crèches ont des soucis d'accueil en stage de futurs diplômés petite enfance, très peu de demandes de stage pour les futurs auxiliaires de puériculture, jamais de demandes concernant les éducateurs de jeunes enfants. Les seules demandes concernent des CAP AEPE, des stages de troisième, etc. Les crèches et les grandes crèches notent également une absence de candidature de stagiaires éducateurs de jeunes enfants, pardon, et des démarches sont faites auprès des centres de formation des départements voisins. 73,70% des répondants signalent que l'accueil de stagiaires ou d'alternants a abouti à une embauche une fois l'obtention du diplôme. Donc embauche en CDD ou en CDI. Je trouve que ce pourcentage est particulièrement intéressant et il démontre bien l'importance aussi pour vous, au sein de vos structures, de pouvoir accueillir des futurs diplômés en stage. Alors, en parallèle avec ce questionnaire qui vous a été envoyé, nous avons mis en place, au niveau de la caisse d'allocation familiale, des ateliers de promotion des métiers de la petite enfance en Haute-Marne. L'objectif, c'était vraiment la présentation des métiers de la petite enfance et les années précédentes, il s'agissait plus d'ateliers de promotion, de l'accueil individuel. Donc en 2023, l'accueil individuel, bien sûr, était présenté avec une promotion, dans l'idée aussi d'avoir de nouvelles, vocations, d'assistants maternels. Mais on a souhaité aussi que cette présentation des métiers de la petite enfance présente également l'accueil collectif, avec la présentation des différents diplômes petite enfance. Donc il y a eu des réunions de présentation des métiers sur Chaumont, Langres et Saint-Dizier, également sur, le sud du département. Sur le dernier trimestre 2023, nous avions à chaque fois la présence d'acteurs de France Travail. Donc moi, j'y étais présente en tant que référente petite enfance et à chaque fois, nous avions une directrice de structure petite enfance qui se déplaçait et une responsable de relais petite enfance. Un retour cette fois sur l'analyse du questionnaire sur les services des bibliothèques, médiathèques de secteur en lien avec la médiathèque départementale. 22 structures petite enfance ont répondu au questionnaire. Les 22 répondants se déclinant ainsi: 11 structures en micro-crèche, 11 structures micro-crèches, pardon, 4 structures petites crèches, 2 structures crèches, 4 structures grandes crèches et une très grande crèche. 59% des 22 répondants, sur les 22 répondants, pardon, connaissent l'offre de service de la médiathèque départementale de la Haute-Marne. 95,45% des répondants connaissent l'offre de service de leur médiathèque ou bibliothèque de leur ville ou secteur. 91% des répondants empruntent des livres pour leur structure auprès de leur médiathèque ou bibliothèque de secteur. 50% des structures empruntent des supports d'animation auprès de la médiathèque départementale, Kamishibai, valises thématiques, des tapis à histoire, un tablier à comptines, des comptes en sac, un nid à histoire. Les structures qui ont répondu par la négative ont argumenté par manque de connaissances ou d'informations à ce sujet. Et la journée organisée par la médiathèque départementale le 14 septembre 2023, autour de la lecture et de la petite enfance,
journée à laquelle vous avez été invité, a été suivie par plusieurs professionnels de structure et a permis une meilleure connaissance de cette possibilité. Par exemple, une directrice de structure témoigne ainsi: «Nous avons appris récemment que la médiathèque départementale possédait autant de richesses». Pour rappel, vous devez passer par votre médiathèque ou bibliothèque de secteur pour commander et emprunter les supports d'animation de la médiathèque départementale. 95,45% des structures ont des livres disponibles dans toutes les sections d'enfants, donc de 2 mois jusqu'à 4 ans. Les thèmes des livres à destination des enfants empruntés en médiathèque ou bibliothèque, on retrouve les thèmes annuels, Pâques, Carnaval, Noël, des imagiers en noir et blanc pour les bébés, des contes, des livres cherche et trouve, mais également des thèmes petite enfance. Par exemple, concernant l'acquisition de la propreté, la séparation, le sommeil, les morsures, les événements de la vie, les émotions, l'alimentation et la parentalité différente. 72% des répondants empruntent également des livres à destination de l'équipe pédagogique de leur structure. Et 28% des répondants ignoraient la possibilité d'emprunt de livres à destination de l'équipe pédagogique et complètent leur réponse en indiquant leur intérêt maintenant pour ce type d'emprunt. Les thèmes des ouvrages empruntés à destination des équipes ou souhaitant être disponibles par les équipes. Donc, par exemple, moi, dans le cadre du partenariat que nous avons mis en place, CAF, avec la médiathèque départementale, j'ai adressé à la médiathèque départementale des exemples d'ouvrages qui peuvent être intéressantes par rapport à vos équipes pédagogiques. Donc, dans ce qui est déjà disponible ou souhaité, dans ce qui a été noté par les répondants, pédagogie, psychologie, neurosciences, pédagogie, la bienveillance, en fonction des thèmes aussi développés par, l'équipe, des livres d'activité, des livres de cuisine pour la semaine du goût, par exemple, des CD de musique. Tout ce qui est en lien avec l'apport des neurosciences, les livres liés aux pratiques professionnelles ou au développement de l'enfant. Des livres aussi, liés à la préparation des concours professionnels et des outils pédagogiques en lien avec le développement de l'enfant, la gestion des émotions et des conflits. Je vous lis un témoignage de directrice de structure qui résume bien la richesse des échanges entre le AJE, la médiathèque de secteur, en lien avec la médiathèque départementale. Nous avons un partenariat depuis de nombreuses années avec la médiathèque qui nous propose des sélections de livres pour tous les âges, environ une trentaine de livres que nous renouvelons régulièrement toutes les 3 semaines. Quand nous avons besoin de livres sur une thématique précise, les bibliothécaires proposent une sélection sur leur fonds ou commandent les livres au support, raconte Tapi, Kamishibai. Et dans ces cas-là, les bibliothécaires commandent auprès de la médiathèque départementale. Nous nous déplaçons également en minibus pour participer au bébé lecteur animé par les professionnels de la bibliothèque. Nous apprécions beaucoup ce partenariat. Les bibliothécaires sont très à l'écoute de nos besoins et trouvent toujours des moyens pour y répondre. 54,55% des répondants expriment ne pas avoir connaissance des spectacles pour la petite enfance organisés par la médiathèque départementale au sein des bibliothèques de leur ville. 45,45% des répondants organisent des spectacles de compagnie professionnelle dans leur structure. Alors, excusez-moi, je reviens juste sur le pourcentage précédent. Dans le cadre aussi de ce partenariat, la médiathèque départementale, en tant que référente petite enfance au sein de la CAF, m'enverra son planning que je vous ferai suivre également, au sein de vos EAJ. Donc je reviens sur le pourcentage suivant. 45,45% des répondants organisent des spectacles de compagnie professionnelle dans leur structure et les 54,55% n'en organisant pas argumentent ainsi: par manque de moyens financiers, ou bien ça a déjà été fait dans le passé, mais c'est compliqué de trouver une compagnie dont le budget est alloué. 77,28% des répondants sont intéressés par une présentation plus approfondie des services de la médiathèque départementale. 100% des répondants souhaitent pouvoir participer à un nouvel événement organisé par la médiathèque départementale, comme celui de la journée professionnelle petite enfance du 14 septembre 2023 autour de la lecture. Et en tant que référente petite enfance, j'ai participé à cette journée et c'est vrai qu'elle était très riche. Quelques slides, donc ce que l'on a appelé les points divers en fin de webinaire. Donc, concernant les ateliers maternité de Joinville et de Chaumont.
Donc les ateliers maternité, sont organisés par des professionnels de la CAF, de la CPAM, de la PMI et une sage-femme, organisant donc ces ateliers d'information collective sur Joinville et Chaumont. Dans le cadre de l'activité de votre structure, en tant que responsable petite enfance, vous êtes amené à rencontrer des futurs parents. Et vous pouvez, donc c'est pour la raison pour laquelle nous vous envoyons les affiches, les flyers, et n'hésitez pas à les partager lors des préinscriptions. Donc je vous ai noté les dates, les prochaines dates, donc les vendredis 7 juin, 13 septembre et 13 décembre 2024 à Joinville au centre social. Les vendredis 12 avril, 7 juin, 21 septembre et 6 décembre à Chaumont, dans les locaux de la maternité. Ces temps d'échange portent sur plusieurs thématiques: le suivi de la grossesse, les conseils santé, la préparation à l'accouchement, les aides de la caisse d'allocation familiale, le congé maternité et paternité et les démarches administratives à faire lorsque bébé est né. Donc voilà, on vous remercie vraiment de bien vouloir relayer au maximum ces informations auprès des parents. Donc sur cette slide, je vous ai décrit de manière plus précise donc les différents points qui sont abordés. Donc tout ce qui est, dans les démarches administratives, le congé maternité, paternité, et cetera. Les aides financières de la CAF, la prime à la naissance, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, le complément libre choix du mode de garde. Je vous ai vraiment détaillé cette slide pour vous montrer l'intérêt pour de futurs parents, parce qu'on parle bien d'ateliers, ce sont des dans le cadre de la parentalité aussi, hein, ateliers à destination, de la future maman et du futur papa, voilà, de vous montrer vraiment l'intérêt et l'importance, des points qui sont proposés dans le cadre de ces ateliers. Une charte pour, la représentation mixte des jouets, donc je vous en avais déjà fait part lors d'un précédent, webinaire, mais là je vous ai noté l'édition 2023. Cette charte constitue vraiment un premier pas vers la déconstruction des stéréotypes véhiculés dès l'enfance par les jouets. Selon le Haut Conseil à l'égalité, les stéréotypes de sexe sont des représentations schématiques et globalisantes qui attribuent des caractéristiques supposées naturelles aux filles, femmes, garçons, hommes. Selon le cadre national pour l'accueil du jeune enfant, les enfants ont besoin d'être valorisés pour leurs compétences personnelles et non en fonction des rôles habituellement attribués à chaque genre. Il est nécessaire de veiller à ce que les petites filles et les petits garçons soient encouragés de la même manière à aller vers les activités qui suscitent leur intérêt sans être freinés. Afin de continuer les efforts collectifs initiés en 2019, renouvelés en 2020-2021, une nouvelle version de la charte a été signée. Elle comprend de nouveaux engagements sur les jouets scientifiques, les déguisements notamment, et intègre de nouveaux acteurs parmi les associations qui travaillent sur les jeux scientifiques. Afin de poursuivre les actions engagées pour la promotion de la mixité dans les jouets, les signataires se sont engagés à améliorer l'évaluation des progrès réalisés à travers de nouveaux indicateurs. De nouveaux engagements ont également été définis. Cette nouvelle charte s'applique à compter de sa signature jusqu'en 2026. Pardon. Je vous ai mis également le lien. Un exemple qui me vient au niveau de vous travaillant en structure petite enfance, euh, on a fait le lien tout à l'heure avec les bibliothèques, les médiathèques, mais vous avez aussi au sein de vos structures des jouets, des livres que vous achetez et qui vous appartiennent. Et l'exemple qui me vient, c'est que bah, par exemple, si on a un livre, que l'on propose, que l'on lit aux enfants, avec un petit garçon, qui est, sur une petite moto avec un prénom de petit garçon, bah, rien n'empêche, la personne qui va lire le livre aux enfants, bah, de changer le prénom, hein, que ça devienne aussi à certains moments un prénom de petite fille. On a également dans les jeux de déguisement pour enfants, bah, voilà, un jeu de déguisement, pour une petite fille, ah bah, c'est bien, on met le stéthoscope et tu vas jouer au docteur et non pas forcément tu vas jouer à l'infirmière. Enfin vraiment de sensibiliser vos équipes à tout ce qu'on peut mettre en place, vraiment des toutes petites choses pour valoriser aussi cette égalité, petite fille, petit garçon dès la toute petite enfance. Voilà, nous arrivons au bout de ce webinaire. Si voilà, je vous propose un temps,
un temps d'échange et de questions si vous le souhaitez. Donc ce diaporama ainsi que l'enregistrement va vous être, envoyé. Et si vous n'avez pas de questions, juste maintenant à la fin du webinaire, n'hésitez pas à revenir, vers Amandine Paquet ou vers moi si, à la lecture des slides ou voilà, lorsque vous en prendrez connaissance, des interrogations ou des précisions, sont souhaitables. Mais je vous laisse la parole là maintenant si vous souhaitez, poser des questions ou partager quelque chose. Vous pouvez aussi, intervenir au niveau de la conversation pour ceux qui n'ont pas forcément de microphone à disposition. Donc je vois qu'il y a pas de Pas de questions. personnes, voilà, pas de questions. Donc c'est qu'on va en conclure qu'on a été clair. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va On reste joignable, hein, à oui, votre oui, service, vraiment, voilà, pour toute vraiment, question, voilà, qui tout à peut-être, fait. arriverait plus tard, voilà, on est disponible. Écoutez, merci beaucoup de votre présence et puis on vous envoie, le diaporama, très rapidement. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée. bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.